Est-ce que vous aimez les sushis? Ou les cerisiers en fleurs? Les animés, les mangas? Si c'est le cas, laissez-moi vous emmener en Italie. Laissez-moi vous présenter une femme qu'on dirait dérangée, car celle-ci fabriquait du savon. Savon fabriqué à base de corps humain. Ça vous intéresse? Nous sommes dans la petite ville de Correggio, dans le nord de l'Italie, en 1939. Aux prémices de la Seconde Guerre mondiale, c'est néanmoins une petite ville où peu de choses se passent. Une petite ville tranquille, dans un pays pourtant troublé par le climat politique. C'est lors d'une de ces journées qu'une femme, Faustina Setti, avance péniblement dans la rue accompagnée de grosses valises. En effet, celle-ci a décidé de quitter Correggio. Celle-ci entretient une relation épistolaire avec un homme depuis quelque temps, et tout la pousse à aller le rejoindre. Celle-ci est veuve, n'a plus d'enfants, et de plus elle a hérité de son défunt mari une très belle somme. Et ce qui l'a définitivement poussé à franchir le pas? Sa meilleure amie, qui se nomme Leonarda Cianciulli. Et d'ailleurs, c'est chez son amie que se rend Faustina. Et elle doit beaucoup à son amie. Quand elle a perdu son mari, elle était en pleine détresse, et a retrouvé du confort auprès de Leonarda, qui lui a prodigué de judicieux conseils. En effet, la fameuse Leonarda a des dons mystiques, et lui tirait régulièrement les cartes. Et celle-ci a donc vu dans l'avenir de Faustina quelque chose de très positif, un renouveau dans sa vie, avec un homme bien. Et Leonarda a même poussé le destin en lui présentant un homme, une connaissance à elle. Et cet homme, elle le met en relation avec Faustina, de manière épistolaire. Épistolaire, ça veut dire par lettres. Et les deux commencent alors à échanger, et Faustina est plus que ravie. Elle goûte à nouveau à la joie de vivre et son homme lui demande alors de la rejoindre, ce qui ne lui déplaît pas, car elle déteste la campagne et sa solitude. Elle est alors poussée par son amie Leonarda à franchir le pas, et celle-ci prend la décision de partir. Voilà pourquoi elle se retrouve ici, chez sa voisine, afin de lui faire ses adieux. Et elle est comme toujours chaleureusement accueillie. Thé, petits gâteaux, potins, et bien entendu le sujet de discussion, c'est le grand départ. Celle-ci a vendu la plus grande partie de ses affaires. Ne lui reste dans ses valises que ses objets les plus précieux et une grosse somme d'argent. Elle qui a plus de la soixantaine, n'a jamais voyagé, est morte de stress. Et pendant des dizaines de minutes, se confie à Leonarda qui est partie dans la cuisine, préparer des petites choses. Et ne voyant pas son ami revenir, Faustina se tourne dans son fauteuil et aperçoit Leonarda Cianciulli, une hache à la main. Et pas le temps de réagir, qu'un coup de hache vient la frapper en pleine poitrine. Elle tombe à terre, suffoque, essaie de crier, mais les coups de hache pleuvent et finissent par l'achever. C'est vraiment pas gentil. Alors pourquoi est-ce que Leonarda Cianciulli a assassiné son ami de longue date? Il va pour cela falloir se plonger dans le passé de l'étrange femme. Elle est née en 1894 dans le sud de l'Italie, des suites d'un abus commis sur sa mère. À cause de cela, elle ne recevra que peu d'affection durant son enfance. Ce manque d'amour et cette enfance douloureuse va la pousser à 2 reprises à tenter de mettre fin à ses jours. Malgré cela, elle survivra et prendra cela comme un signe. Alors qu'elle a une vingtaine d'années, elle fait la connaissance d'un homme, dont elle tombe folle amoureuse, et souhaite alors se marier avec lui, malgré la vie défavorable de sa mère. Mais Leonarda s'obstine et souhaite un mariage d'amour avec un homme qu'elle aura choisi elle-même. Quelle idée! Et à ce moment-là, elle en est persuadée, sa mère lui a jeté un mauvais sort. Elle en est persuadée. Leonarda a des croyances mystiques, et afin de s'assurer qu'elle est bien victime d'une malédiction, elle va voir une voyante, qui lui prédit alors que tous ses enfants finiront par mourir. Alors croire en ces prédictions paraît absurde pour beaucoup de monde, mais pas aux yeux de Leonarda, car elle aura pas moins de 17 grossesses, et seulement 4 de ces grossesses iront à terme, et seulement 4 de ses enfants survivront. Leonardo, Michelangelo, Donatello et Raphaël. Je confonds peut-être avec les Tortues Ninja, je sais pas. Ces fausses couches successives la confortent dans ses croyances, et dans la certitude que sa mère lui a lancé une malédiction. Et Leonarda Cianciulli se lance plus que jamais dans l'apprentissage de pratiques occultes afin d'accroître ses connaissances et trouver un moyen de protéger ses enfants encore en vie. Leonarda commence alors la divination. Elle en fait même une activité qui lui permet de ramener de l'argent dans le foyer. Et elle se fait alors une réputation de plus en plus grandissante. Néanmoins, comme je disais au début,
Nous sommes en 1939, et la venue d'un nouveau conflit mondial est de plus en plus proche. Mussolini appelle à l'effort de guerre, et cela inquiète Leonarda, car parmi ses 4 enfants, elle a 3 fils. 3 fils susceptibles de partir à la guerre et de mourir. Et justement, Giuseppe, son fils préféré, est mobilisé pour partir à l'armée, et Leonarda cherchera par tous les moyens à échapper à la malédiction de sa mère. Pour cela, elle se lance dans l'étude de sombres écrits de magie noire, et nombre d'entre eux parlent de sacrifices humains. Sacrifice de femmes, plus précisément. Mais alors, quelle femme elle pourrait bien sacrifier? Peut-être sa meilleure amie, Faustina. Leonarda Cianciulli allait donc sacrifier son amie Faustina Setti. Mais alors, comment la faire disparaître sans éveiller les soupçons? Elle échafaude alors un plan. Il fallait faire croire au départ de Faustina pour que sa disparition n'inquiète pas. Leonarda lui tira alors plusieurs fois les cartes afin de la convaincre qu'elle allait bientôt faire une rencontre et qu'elle partirait alors de Correggio. Et pour finir de la convaincre, elle la met en contact avec un homme. Sauf que cet homme, il n'existe pas. Et oui, la longue correspondance de Faustina et de son bien-aimé est fausse, car c'est Leonarda qui écrit toutes ces belles lettres. Puis vient le jour du départ, des adieux et... Nous voici donc avec Leonarda et la pauvre Faustina à ses pieds. Et vous allez me dire, oh, mais que va-t-elle faire du corps? Si vous connaissez un peu ma chaîne, vous devinez un peu la suite. Mais pas que. Elle découpe d'abord le corps en morceaux. Et la suite, c'est elle qui va le raconter. J'ai jeté les morceaux dans une casserole, ajouté 7 kg de soude caustique que j'avais acheté pour faire du savon, et agité le mélange jusqu'à ce que les morceaux se dissolvent dans une bouillie épaisse et sombre que j'ai versée dans plusieurs seaux, et vidé dans une fosse septique à proximité. Quant au sang dans le bassin, j'ai attendu qu'il ait coagulé. Je l'ai séché au four, broyé, et mélangé à de la farine, du sucre, du chocolat, du lait et des œufs, ainsi qu'un peu de margarine. En pétrissant tous les ingrédients ensemble, j'ai fait beaucoup de gâteaux au thé croquant, et je les ai servis aux dames qui venaient me rendre visite, bien que Giuseppe et moi en ayant également mangé. Oui, encore du cannibalisme, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Par la suite, Leonarda prit bien entendu le contenu des valises de Faustina, c'est-à-dire les objets de valeur et les 50 000 lire d'économie. Elle l'a bien saigné jusqu'au bout. Elle l'a saigné. Alors vous imaginez bien qu'avec de tels délires en tête, Leonarda n'allait pas s'arrêter là. Et elle allait bientôt partir à la recherche d'une nouvelle victime. Et elle jeta alors son dévolu sur une certaine Francesca Suavi. Vous admirez mon accent anglais. Francesca venait souvent la consulter pour ses dons de médium. Et Leonarda, grâce à ses nombreuses connaissances, a obtenu pour Francesca un emploi. Un emploi, ouais. Elle convainc alors Francesca de prévenir tous ses proches de son départ imminent. Proche du départ, elle vient faire ses adieux à son amie. Leonarda lui sort alors sa plus belle vaisselle, ses petites pâtisseries, un verre de vin, puis une fois le verre de vin terminé, Francesca se sent dans un état second. Elle vacille un peu sur sa chaise et c'est étrange, elle a l'impression que Leonarda tient une hache dans sa main. Et puis... Et la terrible femme recommence son rituel. Elle coupe le corps, le fait fondre dans la soude caustique, récupère le sang pour en faire des petits gâteaux, et par la même occasion, Leonarda lui vola 3000 lire. Bah oui, il faut bien acheter le thé pour accompagner les petits gâteaux. Et sa folie continue bien évidemment, car sa prochaine victime s'appelle Virginia Cacioppo. Ma qu'est-ce... C'est hyper raciste par contre de faire ça, c'est pas bien. Virginia est une ancienne soprano reconnue. Cependant, par les temps qui courent, les divertissements se font rares, et celle-ci ne travaille plus. Mais heureusement pour elle, Leonarda lui a trouvé un emploi. Et bien payé en plus, secrétaire pour un impresario à Florence. Et le schéma est le même. Adieu, verre de vin empoisonné, et coup de hache. Cependant, cette fois-ci, elle innove. Elle s'est retrouvée dans la marmite, comme les deux autres. Sa chair était grasse et blanche quand elle avait fondu. J'ai ajouté une bouteille d'eau de Cologne, et après une longue période à ébullition, j'ai pu en faire du savon crémeux le plus acceptable. J'en ai donné à des bars, à des voisins et à des connaissances. Les gâteaux aussi étaient vraiment meilleurs. Cette femme était adorable. Ouais, la meuf fait au calme des petits gâteaux et des petits savons à base de ses meilleurs amis. C'est la création de ces savons qui a valu à Leonarda Cianciulli son surnom de la saponificatrice de Correggio. Cependant, car oui, il y a un cependant, Virginia Cacioppo avait une sœur. Et celle-ci avait aperçu sa sœur en train d'entrer chez Leonarda
avant sa disparition. Celle-ci avertit alors les autorités qui commencent une enquête. Très vite, la police va commencer à effectuer des perquisitions au domicile de Leonarda et retrouve des effets personnels des victimes. Bien entendu, elle est interrogée et ne dit rien. La police commence alors à suspecter les enfants de Leonarda, notamment Giuseppe, son fils le plus proche. Bah oui, à quel moment cette femme âgée aurait-elle pu faire disparaître plusieurs corps? Mais que l'on s'en prenne à son fils adoré, ça la rend folle. Elle finit par tout avouer et elle est arrêtée. Et l'histoire paraît invraisemblable qu'une femme âgée, seule, ait pu tuer 3 personnes, en faire du savon et des gâteaux. Vraiment? Et Leonarda explique alors ses méthodes de fabrication. Leonarda Cianciulli est arrêtée et son procès a lieu en 1946. Elle paraît calme. On ne devinerait pas en la voyant des horreurs qu'elle a commises. Elle est calme, polie, et affirme qu'elle est une bonne personne et soucieuse des autres. Et elle aurait déclaré « J'ai donné une louche de cuivre que j'utilisais pour éliminer la graisse des bouilloires à mon pays, qui avait tellement besoin de métal ces derniers jours de la guerre. » Et cela a convaincu le juge, qui a décidé de l'acquitter. C'est pas vrai, hein? Elle a été condamnée à 30 ans de prison et 3 ans en asile psychiatrique. C'est d'ailleurs dans sa cellule de l'asile que le réalisateur Luigi Comencini va tourner des images pour son documentaire. Elle mourra le 15 octobre 1970 d'une apoplexie cérébrale dans sa cellule. Et comme dans toutes les affaires criminelles de ce genre, on aime conserver des objets un peu morbides, celle-ci n'échappe pas à la règle. Car on peut voir au musée criminel de Rome les fameuses haches qui ont découpé ses victimes, mais aussi le chaudron dans lequel elle les a fait bouillir. En tout cas, si cette histoire nous confirme une chose, c'est que la meilleure cuisine du monde, c'est la cuisine italienne. La cuisine de la mamma. C'était raciste ça? Non? Ça va. La mamma.